Quand on parle de biais cognitif, on parle d'erreurs prévisibles. En théorie, quand tu vas dans un casino, tu sais que les chances de gagner à tel jeu sont de temps. En pratique, là où ça se complique, bien sûr, c'est qu'on n'est pas au casino. Si on veut apprendre à être un décideur rationnel en matière de prise de risque, il faut apprendre à évaluer aussi rationnellement que possible le niveau de risque qu'on prend. Si le résultat est un échec, ça veut pas dire que la décision était une erreur, et si le résultat est un succès, ça veut pas dire que la décision était une bonne décision. Tu ne peux pas conclure en regardant simplement le résultat que la décision était bonne ou mauvaise, et pourtant c'est ce qu'on fait tous tout le temps. Parmi les auteurs, il y a Olivier Sibony, économiste, professeur notamment à HEC Paris. Il enseigne la prise de décision, la stratégie et la résolution de problèmes. Il a passé 25 ans chez McKinsey. A posteriori, tout paraît toujours évident. Une fois que quelque chose s'est produit, tu trouves toujours quelqu'un qui l'avait prophétisé. En 2008, on nous a sorti l'économiste de génie qui avait prévu la crise de 2008. Oui, sauf que des économistes, il y en a des milliers, et que peut-être celui-là, il avait aussi prévu la crise de 2007, et celle de 2006, et celle de 2005, et celle de 2004, et celle de 2003. On ne sait pas ce qu'on va aimer tant qu'on l'a pas essayé. Ça paraît évident quand je le dis comme ça, mais souvent, les gens qui veulent changer de poste, on leur dit « Ah ben voilà, il faut que tu réfléchisses à ce que tu aimes vraiment, ou est-ce que tu es vraiment différenciant ?» Rationnellement, ça a beaucoup de sens, sauf qu'en fait, on n'a pas les réponses à ces questions tant qu'on n'a pas essayé. Trouver un moyen d'expérimenter, trouver un moyen de mettre l'orteil dans l'eau avant de plonger. Qu'est-ce que ça vaut, cette intuition ? J'ai trouvé 3 couvertures de magazines, le même mois, qui disaient toutes « Faites confiance à votre intuition ». Donc c'est pas ça la bonne réponse. La bonne réponse, c'est... Comme je te disais off, la notion des biais cognitifs, le fait de penser de manière critique, moi c'est un sujet qui me passionne au point que ça fait partie de notre top 3 des valeurs, Think Deeper. Et donc je suis très heureux de pouvoir creuser ce sujet avec toi. Je trouve que plein de fois on prend des décisions qui sont pas forcément les bonnes, on pense qu'elles sont les bonnes. Et c'est magique, je trouve qu'on puisse rendre un peu plus grand public le fait de prendre des bonnes décisions, être plus stratège. Déjà, peut-être qu'on fasse une introduction sur ce mot un peu bizarre qui est les biais cognitifs, que tu puisses nous dire ce que c'est et comment ça nous concerne tous en fait, que c'est pas un truc juste pour des scientifiques. Non. Qu'est-ce que c'est que les biais cognitifs ? Alors on en parle beaucoup. Déjà, quand on parle de biais, souvent... on parle de biais racistes, de biais de genre, etc., avec une connotation morale qui est réelle. C'est pas du tout de ça qu'on parle. Quand on parle de biais cognitifs, on parle tout simplement d'erreurs partagées, d'erreurs prévisibles. Je prends un exemple tout bête. Si tu dois faire une prévision sur combien de temps ça va te prendre de faire quelque chose qui prend un peu de temps, qui est un peu compliqué, qui est un peu inhabituel, par exemple faire des travaux chez toi, ou faire ta thèse de doctorat, eh ben on sait que tu vas avoir tendance à sous-estimer le temps nécessaire. C'est pas juste que tu vas te tromper, c'est normal qu'on se trompe quand on fait une prévision sur quelque chose qu'on connaît pas, mais on va avoir tendance à se tromper dans le même sens. On va sous-estimer le temps, on va jamais le surestimer. Tu rencontres rarement des gens qui disent « Ah bah tiens, j'ai fait des travaux chez moi, je pensais que ça allait prendre 3 mois, en fait c'était fini en 3 semaines. » Moi ça m'est jamais arrivé. En revanche, des gens qui disent « Je pensais que ça allait prendre 3 mois, ça fait 1 an et c'est pas terminé », il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup aussi quand on construit des centrales nucléaires, quand on construit des opéras, quand on construit des musées, bref. En général, il y a quelque chose qui s'appelle la planning fallacy ou le biais du planificateur qui fait que on se trompe dans le sens de sous-estimer le temps nécessaire pour faire quelque chose de compliqué. Donc ça, c'est un exemple de biais cognitif. En l'occurrence, on est trop optimiste sur celui-là. Quelquefois, on est trop pessimiste aussi. Mais il y a des situations dans lesquelles on peut prévoir la direction de l'erreur. Il y a une erreur que tout le monde a tendance à commettre. Pas tout le monde, mais statistiquement, une grande majorité des gens vont se tromper dans le même sens. Ça, c'est ce qu'on appelle un biais cognitif. Voilà, l'idée de base du biais cognitif, c'est celle-là. C'est une erreur partagée. Bon, il y en a plusieurs, il y en a beaucoup même des biais cognitifs. Il y en a beaucoup. Si on en choisissait 3-4 qui peuvent être le plus practical, qui peuvent être le plus utilisable là, pour nous au quotidien. Bon, celui que je viens de dire est pas sans importance. L'idée que chaque fois que tu prévois quelque chose, ça va prendre plus longtemps que tu ne le crois, c'est pas inutile à se rappeler. Et tu as d'ailleurs une idée de ratio de est-ce qu'il faut que je double, est-ce qu'il faut que je rajoute 30% en moyenne ? Non, parce que on n'est pas tous égaux devant ça, et puis on devient meilleur avec l'expérience. Si tu es fabricant de cuisine, tu vas finir par savoir combien de temps ça prend de refaire une cuisine, alors que si c'est ta première cuisine et que tu l'as fait chez toi, tu le sais pas. Donc on devient meilleur aussi avec l'expérience, mais la tendance générale est toujours la même. Il faut juste l'avoir à l'esprit, et on parlera ensuite des remèdes ou des solutions, se rappeler qu'il faut aller chercher un remède ou une solution. Deuxième grand biais, il y a toute une série, je te donne juste les quelques-uns pour avoir les quelques idées à l'esprit. Deuxième grand biais qui va nous égarer très souvent, c'est le biais de confirmation. L'idée de base du biais de confirmation, c'est que quand on a une idée en tête, on va avoir tendance à ignorer les éléments qui contredisent cette idée
et à donner plus de poids, à aller chercher et à donner plus de poids aux éléments qui confirment cette idée. Donc si par exemple j'ai une opinion politique et que je lis les journaux, je vais trouver des tas de choses qui confirment mon opinion politique et je ne vais pas prêter assez d'attention aux idées ou aux éléments, aux faits, aux articles que je vois dans les journaux qui pourraient contredire cette opinion politique. Je vais soit ne pas les voir, soit les écarter parce que je considère qu'ils sont politiquement motivés, comme si moi je ne l'étais pas aussi, soit les mettre immédiatement, les challenger immédiatement, c'est-à-dire chercher immédiatement les raisons pour lesquelles en fait ils disent n'importe quoi, ils se trompent, chose que je ne fais pas ou que je fais beaucoup plus sélectivement quand je lis des articles qui sont du même avis que moi. Donc je vais renforcer mes opinions, je vais confirmer mes opinions au lieu de chercher à les contredire. S'il y avait un troisième biais, tu penses qu'il pourrait être intéressant d'avoir en tête ? Un autre biais très important, c'est la pensée de groupe, les biais sociaux en fait. Le fait que quand on est dans un groupe, on va avoir tendance à tous penser pareil, tous penser comme le chef quand il y a un chef et que son opinion est connue, mais même quand il n'y a pas de chef ou qu'il a eu le bon sens de garder son opinion secrète, si on peut dire, on va avoir tendance à tous converger, à tous s'aligner. Y compris quand il y a des gens qui ont des opinions divergentes. Et on a tous été dans cette situation-là, d'être dans un groupe où on voit les gens s'exprimer les uns après les autres, on se dit c'est curieux, ils ne sont pas d'accord avec moi. On va donc tous prendre une décision qui est contraire à ce que je pensais au début de cette discussion, et je crois que je vais me taire. Sauf qu'on est plusieurs potentiellement à penser la même chose. Et comme on est plusieurs potentiellement à se taire, en fait, on n'entendra pas les voix divergentes, on ne saura pas les choses que ces gens-là savent, on n'entendra pas les raisons pour lesquelles on aurait pu prendre la décision contraire, et peut-être qu'on va tous aller dans le mur en klaxonnant. Ça me pose une question, comment je fais la distinction entre je commence à avoir des modèles mentaux inconscients de plus en plus précis qui me permettent avec très peu de temps d'arriver à calibrer si mon candidat c'est le bon pour moi, et en fait je suis complètement à côté de la plaque et c'est pas du tout, c'est un biais de confirmation. Alors l'intuition, la question que tu poses sur l'exemple du recrutement est une question plus générale qui est quand est-ce qu'il faut faire confiance à sa capacité à reconnaître des patterns, à avoir une intuition que je sais quelle est la réponse même si je ne suis pas capable de dire pourquoi. Et effectivement, moi j'ai été longtemps en position de recruter des jeunes consultants. C'est vrai que quand tu as recruté des dizaines de jeunes consultants, en faisant des centaines d'interviews, tu vois arriver une candidate, un candidat, et tu as une intuition. Tu as quelque chose qui te dit, cette personne, pas nécessairement instantanément, mais au bout d'un certain temps, tu te dis, cette personne va faire l'affaire, cette personne ne va pas faire l'affaire. Qu'est-ce que ça vaut, cette intuition ? Ça, c'est une question tout à fait intéressante, à laquelle la réponse est pas très compliquée, mais plus compliquée qu'on ne le croit. La bonne réponse n'est pas, contrairement à ce que te disent tous les magazines que tu peux trouver dans un kiosque aujourd'hui. Je suis allé faire 2-3 photos dans un kiosque l'autre jour parce que ça m'amusait. J'ai trouvé 3 couvertures de magazines le même mois qui disaient toutes « Faites confiance à votre intuition », avec des formulations un peu différentes. Mais donc c'est pas ça la bonne réponse. La bonne réponse n'est pas « Faites toujours confiance à votre intuition ». La bonne réponse c'est « Faites confiance à votre intuition quand votre intuition vaut quelque chose ». Pourquoi est-ce que ton intuition vaudrait quelque chose ? Pourquoi est-ce que quand tu vois arriver un candidat, tu reconnais des signes ? Et c'est vrai pour des tas de choses, pas seulement pour un candidat. Ouais. Pourquoi est-ce que tu reconnais des signes ? Parce que tu as éduqué ton jugement, parce que tu as été exposé à suffisamment de cas, tu as suffisamment d'expérience, et cette expérience t'a permis d'apprendre quelque chose, de telle sorte que tu es capable, à partir d'un certain échantillon d'informations, de reconnaître un pattern et de sauter directement à une conclusion sans même trop savoir comment. Mais pour ça, il faut qu'un certain nombre de conditions soient réunies. D'abord, il faut que tu aies effectivement beaucoup d'expérience. Ensuite, il faut que cette expérience ait eu un feedback, c'est-à-dire que tu ne sois pas juste de plus en plus à l'aise parce que tu as beaucoup d'expérience, mais que tu sois éduqué par ton expérience. Imagine le joueur de tennis qui taperait dans la balle et qui verrait jamais si la balle est trop longue ou trop courte. Il a beaucoup d'expérience. Il a beaucoup d'expérience, mais il n'a pas appris, il n'est pas devenu meilleur parce qu'il ne voit pas si la balle est trop bonne ou trop courte. Donc il faut que tu aies eu du feedback. J'en parlais il y a un moment, que sur tes décisions de recrutement, on t'ait dit celle-là était bonne, celle-là était pas bonne, et que tu aies été en mesure d'apprendre. Il faut que ce feedback, évidemment, soit juste, c'est-à-dire que l'évaluation soit sur une bonne mesure. Et puis, last but not least, il faut que l'environnement dans lequel tu prends tes décisions n'ait pas trop changé et soit un environnement raisonnablement prévisible, ce qu'on appelle un environnement régulier, c'est-à-dire un environnement où les mêmes causes produisent les mêmes effets.
Si j'ai eu énormément d'expérience pour recruter des gens, des marketeurs à l'époque analogiques, et que tout d'un coup je me mets à recruter des marketeurs web ou des marketeurs mobiles, c'est pas forcément les mêmes profils, et le genre de profil que j'ai appris à reconnaître est pas le bon. Je prends un exemple extrême parce que là il y a une rupture brutale, mais il y a des environnements où les mêmes causes produisent les mêmes effets et donc les mêmes profils peuvent avoir plutôt le même succès, et puis des environnements où c'est pas le cas parce que ça change trop vite pour ça. Donc, avant de te dire que tu vas faire confiance à ton intuition, il faut te poser 3 questions. 1, est-ce que l'environnement est régulier ? Est-ce que je suis dans un environnement où, en gros, c'est suffisamment stable pour que les mêmes causes produisent les mêmes effets ? Si je suis joueur d'échecs et que je joue toujours aux échecs sur le même échiquier avec les mêmes règles, oui, c'est un environnement régulier. 2, est-ce que j'ai eu beaucoup d'expérience ? Donc si je suis joueur d'échecs et que je suis Olivier, la réponse est non. Si je suis le champion du monde d'échecs, la réponse est oui. 3, est-ce que j'ai eu un feedback valable ? C'est-à-dire, est-ce que je sais qui a gagné ou qui a perdu la partie quand je joue aux échecs ? Oui, aux échecs, quand on est un joueur expérimenté, on peut faire confiance à son intuition. Oui, quand on est un recruteur, qu'on recrute toujours pour le même genre de poste, qu'on en a vu beaucoup, et qu'on a mesuré la qualité de ses décisions de recrutement, et que l'environnement n'a pas trop changé, alors oui, on a une bonne intuition. Mais quand on recrute des gens de profils très différents, dans un environnement qui change beaucoup, et que d'ailleurs on n'en recrute pas tant que ça parce qu'on fait que quelques recrutements par an, alors il faut accepter l'idée que son intuition ne vaut pas un clou. Et ça, c'est dur. Oui, c'est contre-intuitif dans ce que tu ressens. Oui, c'est très important ce que tu dis. L'expérience subjective d'une intuition qui te dit « ce type est génial » ou « ce type, je le sens pas » est peut-être tout aussi forte dans un cas où ton intuition n'est pas éduquée que dans un cas où ton intuition est juste. Enfin, en tout cas, est éduquée. Donc, l'intuition à laquelle il faut faire confiance et l'intuition à laquelle il ne faut pas faire confiance parlent avec la même voix. Tu ne peux pas les reconnaître autrement qu'en te posant les questions rationnelles sur « est-ce que je devrais lui faire confiance ?» Ouais, c'est super intéressant. Alors justement, du coup, continuons. Déjà, c'est quoi une bonne décision selon toi et comment prendre une bonne décision ? Quand tu demandes aux gens de te raconter leurs bonnes décisions et leurs mauvaises décisions, quasi universellement, ils te disent « Ah bah, j'ai pris telle décision ». Et ça s'est bien terminé, donc c'était une bonne décision. Ou j'ai pris telle décision et ça s'est mal terminé, donc c'était une mauvaise décision. C'est-à-dire qu'on évalue un échantillon. Oui, on évalue tous la décision sur son résultat, sur ce qu'elle produit. Et au fond, c'est assez normal, parce que c'est ce qu'on cherche à faire. On cherche à obtenir un bon résultat. Le problème, bien sûr, comme tu dis, c'est que sur une décision, dans la mesure où on est dans une certaine incertitude et où il y a des impondérables, il y a de la chance, et puis on prend des risques, on est là pour prendre des risques quand on est des entrepreneurs, quand on est des managers, on ne peut pas gagner à tous les coups. Donc, on devrait être capable de se dire, là j'ai pris une bonne décision, ça s'est mal terminé, mais c'était quand même une bonne décision. Ou là, j'ai pris une décision, ça s'est bien terminé, mais en fait, la manière dont j'ai pris la décision et rétrospectivement les informations que j'avais, j'aurais peut-être pas dû le faire. J'ai eu de la chance que ça se termine bien. Oui, je trouve que dans l'investissement, c'est un super contexte pour le montrer. Dans l'investissement, c'est caricatural. On te dit, un tel est un génie parce qu'il a investi dans Google et qu'il a fait fortune. C'est formidable d'avoir investi dans Google. J'applaudis et j'envie les gens qui ont investi dans Google quand ça valait 1 million et qui l'ont gardé suffisamment longtemps. Bravo. Mais c'est pas parce que tu as eu un outlier qui, heureusement pour toi, est un super investissement que ton jugement est infaillible. Je ne sais pas du tout si on m'avait proposé cette opportunité, si j'aurais investi dedans ou pas. J'en sais rien. Si ça se trouve, non. Mais en fait, tu ne peux pas juger de la qualité d'un investisseur sur une décision d'investissement. Ça paraît évident. Et pourtant, c'est l'erreur de raisonnement qu'on fait tous quand on nous demande de parler de nos bonnes et de nos mauvaises décisions. En fait, si on était, ce qu'il faut aspirer à être, je ne vais pas dire si on était logique, mais ce qu'il faut aspirer à faire, c'est à définir une bonne décision en fonction de l'information dont on dispose et de la manière dont on la prend au moment où on la prend. Et par extension, on devrait être capable de se dire, ça c'est très dur dans une organisation, on devrait être capable de se dire, là on a pris une décision, ça s'est mal terminé, on est en train d'en tirer les leçons parce qu'il faut essayer de tirer les leçons de ces échecs, et bien si c'était à refaire, on le referait. Ça c'est très dur à dire dans une organisation. Tu aurais un exemple pour arriver à se visualiser un petit peu Je te donne un exemple qu'on raconte, que tu peux trouver dans des tas d'articles, comme la plus grande erreur stratégique des 50 dernières années. C'est l'histoire de Verizon, l'opérateur de télécom américain,
à qui un jour, Steve Jobs, ou quelqu'un qui travaille pour lui, vient proposer d'être l'opérateur de lancement de l'iPhone. On est en 2006, donc l'iPhone sera lancé 1 an plus tard, et Apple, qui n'a jamais fabriqué de téléphone, vient leur dire « J'ai un produit extraordinaire, je ne peux pas vous en dire plus et je ne peux pas vous montrer de prototype parce que j'en ai pas encore, mais il sera extraordinaire, il va complètement révolutionner le marché. Je vous propose d'être l'opérateur exclusif du lancement de l'iPhone. Mais évidemment, je pose mes conditions qui sont draconiennes. En particulier, je veux avoir un accès direct et privilégié aux données des consommateurs que normalement vous gardez pour vous. Je veux des taux de marge et des investissements commerciaux qui n'ont rien à voir avec ce que vous faites pour les autres fabricants, etc. Verizon étudie le dossier et dit merci, mais non merci. Et sur ce, Apple va voir AT&T. AT&T devient le partenaire de lancement de l'iPhone. Et AT&T va bien sûr gagner beaucoup de parts de marché et en prendre beaucoup à Verizon. Et donc tout le monde dit, pour Verizon, c'est une erreur stratégique. Est-ce que c'est vraiment une erreur stratégique ? Oui, évidemment, a posteriori, ils se disent, on aurait aimé faire différemment. Si c'était à refaire, sachant ce qu'on sait en 2009 ou en 2010, on ferait différemment. Bien sûr, si je devais choisir quel billet de loterie ou quel numéro cocher sur la caisse du loto et que je connais le résultat du tirage, je me mords les doigts de ne pas avoir coché les bons numéros, c'est évident. Mais au moment où ils prennent la décision, est-ce qu'ils prennent une mauvaise décision ? C'est pas si évident que ça. Ils sont leaders du marché largement, ils n'ont aucune raison d'accepter des conditions particulièrement draconiennes, ils n'ont aucune raison de croire a priori que l'iPhone va être la révolution qui va être parce qu'on ne leur en donne pas de preuves particulièrement convaincantes, et que d'ailleurs, pendant assez longtemps, même après l'annonce de l'iPhone, beaucoup de gens ne vont pas y croire, ne vont pas croire que ça va être la révolution que ça va être. Donc, au moment où ils prennent leur décision, il est tout à fait logique de leur part d'avoir une barre assez haute pour dire qu'ils vont prendre ce risque. Il est tout aussi logique, du point de vue d'AT&T qui est le challenger, de se dire « Moi, je suis le challenger, je suis prêt à prendre un peu plus de risques. » Donc en fait, la décision est assez rationnelle d'un point de vue comme de l'autre. Est-ce que ça veut dire que si c'était à refaire, il le ferait pareil ? Je ne suis pas sûr. Mais ça ne veut pas dire que c'est une erreur. En fait, on touche à la distinction entre le résultat et la décision. Si le résultat est un échec, ça ne veut pas dire que la décision était une erreur. Et si le résultat est un succès, ça ne veut pas dire que la décision était une bonne décision. Oui, d'ailleurs, ça me fait penser, il y a un entraîneur de football américain qui dit ça, c'est la qualité de notre entraînement va pas déterminer uniquement le fait qu'on va gagner le championnat. Par contre, il y a des chances que si on a le bon entraînement sur la durée, on gagne plus de championnats, mais en soi, débranchons-nous du fait qu'on gagne le championnat et de connecter les deux, parce qu'on peut faire l'entraînement le plus incroyable de l'année et avoir des facteurs externes, on se blesse, on a quelqu'un qui a une génétique particulière dans l'équipe adverse, on perd le championnat, alors qu'on s'est bien entraîné. Bien sûr. Et dans tout effort où il y a une partie d'aléa, une partie de chance, c'est-à-dire dans à peu près tout, grosso modo, à part la partie d'échec, grosso modo, et encore, enfin, partout où il y a un facteur chance, tu ne peux pas conclure en regardant simplement le résultat que la décision était bonne ou mauvaise, et pourtant c'est ce qu'on fait tous tout le temps. Oui, d'ailleurs dans l'investissement, c'est assez drôle le phénomène que quand un investisseur fait 3-4 bonnes décisions d'affilée, il commence à prendre confiance dans sa capacité à prendre des bonnes décisions, prend plus de risques et souvent perd sa mise initiale. Oui, il y a aussi le phénomène d'excès de confiance qui se développe. On n'a pas parlé de ce biais-là, mais c'est un biais tout à fait évident et bien documenté. La tendance à se surestimer par rapport à la moyenne des gens, je te disais, les recruteurs pensent tous qu'ils ont développé une capacité à faire du recrutement. Quand tu dis aux recruteurs ou aux investisseurs, voilà les statistiques sur le recrutement, voilà les statistiques sur l'investissement, ils te disent tous, ou ils pensent tous, même s'ils ne te le disent pas, oui, mais moi je ne suis pas dans la moyenne, je suis au-dessus de la moyenne. Et c'est normal. On pense tous qu'on est au-dessus de la moyenne sur à peu près tout. La grande classique, c'est tu demandes aux gens est-ce que vous conduisez mieux que la moyenne ? 90% des gens te disent qu'ils conduisent mieux que la moyenne. C'est assez naturel, c'est assez sain d'ailleurs de penser qu'on est meilleur que la moyenne. Si on ne pensait pas qu'on est meilleur que la moyenne, on ne ferait pas grand-chose. Donc on a ce biais-là, et plus on va avoir de succès, plus il va effectivement se développer. Et plus on va être entouré de gens qui nous rappellent qu'on a eu du succès, plus il va se développer. Alors c'est super intéressant parce que je trouve le sujet de l'optimisme et de la confiance. Qu'est-ce qu'on peut apprendre justement d'être conscient qu'on a ce biais-là ? Tu vois, je pense à l'histoire de Michael Eisner, c'était l'ancien dirigeant de Disney, qui s'est mis à avoir, on l'appelait le Golden Finger, tout ce que tu touches, ça se transforme en or, et il s'est mis à avoir un ego surdimensionné, prendre des risques de plus en plus gros, entre autres celui de construire Disneyland Paris, en mettant des budgets colossaux, etc. Et donc c'est quelqu'un qui, il n'y a pas de doute qu'il a eu beaucoup de succès.
Et puis après, ça se transforme progressivement en plein de décisions qui, en tout cas après coup, on considère que c'était des mauvaises. On pourrait revenir dans ce qu'on disait juste avant. C'est pas le plus mauvais exemple. Bah, c'est pas la pire catastrophe de l'histoire. D'excès de confiance. Je souhaite à tous nos auditeurs d'avoir le succès de Michael Eisner quand même. Mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est comment tu fais quand tu... Parce que pour donner des exemples, donc il va virer son bras droit, qui va créer DreamWorks, il va prendre plusieurs décisions à la suite. Je vais passer pas mal de temps à étudier son histoire. Mais le track record global est pas catastrophique. Non, on est d'accord. Il y a bien pire quand même. Mais peut-être qu'il aurait pu avoir plus de succès s'il avait été attentif à ce biais-là. En disant là, j'ai enchaîné quand même beaucoup de victoires, tout le monde parle de lui comme le PDG. Qu'est-ce qu'on peut faire une fois qu'on a conscience qu'on peut être sujet à ce biais de surconfiance? Il y a une distinction que j'emprunte à Julia Galef, dont le livre là-dessus est qui s'appelle The Scout Mindset, et est très intéressant, qui est la suivante. Avoir confiance en soi, c'est formidable. C'est indispensable. Tu peux pas être un leader, tu peux pas être un entrepreneur, tu peux pas faire grand-chose dans la vie si tu as pas confiance en toi. Il n'y a rien de pire que de pas avoir confiance en soi, de se sous-estimer. Tu peux pas entraîner les autres, tu peux pas être convaincant, tu peux pas faire grand-chose, grosso modo, si tu n'as pas une capacité d'exprimer la confiance dans ce que tu vas entreprendre et donner envie aux autres de te suivre. Appelons ça la confiance sociale. C'est la perception sociale que tu as confiance dans ce que tu vas faire. Ça, tous les entrepreneurs, tous les dirigeants, tous les leaders, tous les managers doivent en avoir autant que possible. Mais c'est pas la même chose que d'être sûr qu'on a raison. Ce que Julia Galef appelle la confiance épistémique, ou l'absence d'excès de précision. Qu'est-ce que ça veut dire ? Je te donne un exemple que, là encore, j'emprunte à ce livre. Quand Jeff Bezos crée Amazon, il disait à ses investisseurs, il y a 70% de chances qu'on se plante, n'investissez que si vous pouvez vous permettre de perdre tout votre argent. Quand Elon Musk crée SpaceX, il disait, il n'y a pas plus de 10% de chances qu'on arrive à mettre une fusée en orbite. Mais, disaient l'un et l'autre, les enjeux sont tellement énormes si on réussit que le jeu en vaut la chandelle. Il y a des risques qui méritent d'être pris parce que le rendement, si on réussit, est tellement élevé que ça vaut le coup de prendre le risque. C'est donc parfaitement rationnel de prendre ce risque-là. Ce qui ne serait pas rationnel, c'est de dire « je suis sûr à 100% que ça va marcher ». Parce que si tu disais que tu es sûr à 100% que ça va marcher, tu serais prêt à prendre le risque pour un rendement bien moins élevé. Si tu penses que ça n'a qu'une chance sur 10 ou qu'une chance sur 3 de réussir, tu ne vas le faire que pour des risques qui, effectivement, valent le coup d'être pris. Donc, avoir une grande confiance en soi, c'est très très bien. Avoir une grande confiance dans ce qu'on entreprend et dans ce qu'on est capable de contrôler, c'est très très bien. Être surconfiant dans les chances de succès de ce qu'on ne contrôle pas, être trop précis dans l'estimation des chances de succès de ce qu'on fait, ça, c'est pas bien du tout. Et donc, il faut être capable de distinguer ces deux sortes de confiance, la confiance en soi, la confiance sociale, où c'est super d'en avoir beaucoup, et la capacité à savoir qu'on peut se tromper, une forme d'humilité intellectuelle, cette idée de confiance épistémique, la confiance dans ce qu'on sait, qui, elle, doit être beaucoup plus faible qu'on ne le croit. Le problème de beaucoup de dirigeants, c'est qu'ils confondent les deux. Parce que j'ai acquis une grande confiance en moi, à la lumière de mes succès, à la faveur de mes succès, je deviens sûr que j'ai toujours raison sur ce qui va se passer. C'est pas parce que tu as eu beaucoup de succès dans la vie que tu peux savoir comment va évoluer une épidémie, comment va se développer le marché, comment va évoluer la conjoncture. Il y a des tas de choses que tu ne sais pas, quel que soit le succès que tu as pu avoir dans la vie et quelle que soit la grande confiance en toi que tu as. Être capable de distinguer les deux, ça, c'est la marque d'un très très grand dirigeant. Et quand tu dis ça, donc c'est parce qu'il y a entre soi et soi-même, c'est-à-dire la capacité à avoir l'humilité de se dire potentiellement je vais me tromper. Dans le contexte que tu donnais de Jeff Bezos et d'Elon Musk, il y a vraiment, c'est pas que entre eux et eux-mêmes, c'est aussi ce qu'ils ont communiqué à des investisseurs. Ça m'intrigue. Je sais pas si tu as vu les séries, par exemple là, récemment, qui sont sorties sur WeWork et Uber, etc. Alors encore une fois, c'est mis en scène et c'est storytellé, mais ils vont projeter pour le coup non seulement cette confiance sociale, mais ce truc de en fait, je vais y arriver, c'est certain, et c'est dans ce qui montre quelque part, ça va jouer aussi dans le fait que des investisseurs se disent en fait c'est sûr ça va marcher donc j'investis. Là où dans l'exemple d'Elon Musk ou Jeff Bezos, c'est comme si ça m'intrigue, ça me fait réfléchir de me dire dans le cadre par exemple de levée de fonds, à quel point c'est intéressant de communiquer sur cette incertitude
Est-ce que ça dépend aussi du type d'investisseur que j'ai en face et du type d'investisseur que je veux? Je sais. Alors, il y a une autre distinction dont on n'a pas parlé, c'est la distinction entre ce que je pense et ce que je dis. Je peux penser que j'ai 10% de chance de succès et dire à mes investisseurs que je pense que j'en ai 40. C'est à toi de voir. Après, ça pose des questions d'intégrité, de choix de ces investisseurs, de la relation que je veux créer avec eux, de compétences de ces investisseurs. C'est qu'il y a des investisseurs à qui tu peux faire croire que tu as 100% de chance de succès alors que tu en as 10, et puis il y en a à qui tu peux pas. Oui, il y en a que tu perdrais si tu leur faisais croire que tu étais à 100%. Et il y en a que tu perdrais si tu leur racontes que tu es sûr à 100%, parce qu'ils savent bien que c'est pas sûr à 100%, qui auraient été ravis d'investir chez quelqu'un qui est conscient des risques qu'il prend, mais qui ne veulent pas investir chez un mec qui est fou. Donc, il y a toutes sortes d'investissements, il y a toutes sortes d'investisseurs, il y a toutes sortes de gens à qui tu racontes toutes sortes d'histoires. Moi, je ne suis pas là pour te dire ce que tu vas raconter, je suis là pour t'essayer de t'aider à réfléchir à ce que tu devrais penser. Juste avant de revenir à l'interview, j'aimerais te présenter rapidement le but de cette chaîne. À Paradox, on adore le dev perso et en même temps quelque part, on le déteste. En tout cas, c'est code. Qu'on soit d'accord, on est certain que des petits changements peuvent changer totalement ta trajectoire de vie. Mais je sais pas toi, nous on en a marre qu'on prenne les gens pour des débiles avec des clichés, des solutions miracles, des contenus qui sont sans nuance ou encore qui t'expliquent qu'il y a qu'une bonne manière de vivre et réussir sa vie. On n'est pas des clones, notre vie elle est complexe, l'humain il est complexe, et c'est pour ça que sur Paradox sans filtre, l'intention en tout cas, c'est de s'approcher au plus près de la vraie vie. L'idée c'est que tu t'assois avec nous pour passer un bon moment avec des gens au parcours hors du commun, souvent inaccessibles, et on découvre ensemble les coulisses de leur vie. On rentre dans leur tête et on fait ressortir les paradoxes qui ont changé leur vie. L'idée c'est de t'apporter un max de valeur. Sur Paradox sans fil, tu vas retrouver des formats longs et bruts, le genre qui fait plaisir quand on est à la salle de sport, dans les transports ou simplement quand on a envie de se détendre mais en même temps continuer de nourrir son esprit. Avec toujours une même quête, continuellement chercher à te donner ce qui marche. Si c'est le genre de contenu qui te fait kiffer, je t'invite à t'abonner et cliquer sur la petite cloche. Sache que ça compte énormément pour nous car c'est grâce à ça qu'on peut vous trouver des invités que vous allez adorer et qui sont souvent durs d'accès. En tout cas, si tu t'abonnes, sache que je suis vraiment reconnaissant et que tu vas recevoir du contenu qui déchire. C'est une promesse. Non, c'est super intéressant pour tout ça. Il y a un sujet qui est lié à tout ça et j'aimerais avoir ton opinion. Donc comme je te disais en introduction, j'adore cette capacité qu'on peut avoir à avoir un esprit critique et réfléchir. Et j'ai des personnes dans l'équipe qui me font un feedback et qui me fait réfléchir, qui est de dire mais David, comment tu sais qu'on n'est pas en train de rentrer dans le terme c'est paralysis analysis. Ouais. Et que du coup, à vouloir prendre la bonne décision, perdre plus de temps que itérer et apprendre. Bon, alors c'est une question très pratique et on va essayer d'y répondre de manière pratique. D'abord, il y a des décisions qui méritent qu'on y passe du temps et des décisions qui ne le méritent pas. Alors je ne sais pas dans le cas d'espèce si c'est une décision qui est engageante, lourde, irréversible, etc. Il y a beaucoup de décisions où en fait on a intérêt à ne pas y passer beaucoup de temps, à les prendre vite parce que si on s'aperçoit qu'on s'est trompé, on peut en changer. La condition, bien sûr, c'est qu'il faut être prêt à dire qu'on s'est trompé. Et donc il faut développer une mentalité, une culture où on est prêt à reconnaître qu'on a fait une erreur, mais c'est pas grave, on va changer et on n'a pas perdu beaucoup de temps à analyser, tant mieux, c'est super, on change et comme disait Keynes, quand les faits changent, je change d'avis et vous faites quoi? Il n'y a pas de honte à changer d'avis, au contraire. Jeff Bezos encore, je ne sais pas pourquoi je cite tellement Jeff Bezos aujourd'hui, mais dit les gens qui ont souvent raison changent souvent d'avis. Donc il y a... Elle est géniale. Ouais, c'est un bon état d'esprit. Les gens qui ont souvent raison changent souvent d'avis. En fait, il faut être prêt à changer d'avis sur des choses où on peut changer d'avis. Donc, partout où on peut prendre une décision vite, parce que ça ne coûtera pas grand-chose d'en changer, prenons-la vite. Ensuite, comment est-ce qu'on fait, une fois qu'on a décidé qu'on allait analyser une décision, pour ne pas être paralysé par un excès d'analyse? Le réflexe que tu as quand tu dis « on ne me présente qu'un côté de l'histoire » est un très bon réflexe. S'il n'y a que des arguments pour, c'est qu'on n'a pas écouté les arguments contre, ou alors que c'est une décision évidente et qu'elle n'aurait pas dû remonter jusqu'à toi, je reviens au point précédent. Donc si elle arrive jusqu'à toi, que c'est une décision suffisamment importante pour arriver jusqu'à toi, et qu'il n'y a que des éléments pour, c'est qu'elle n'a pas été suffisamment bien instruite. C'est qu'on n'a pas entendu les raisons contre. Il doit y avoir un peu d'inconfort dans une décision. S'il n'y a pas d'inconfort, c'est qu'on a été exposé qu'à une vision partiale de la décision. Donc il doit y avoir un peu d'inconfort, il faut créer cet inconfort. Le risque, et c'est là qu'on en arrive à la paralysie par l'analyse, le risque c'est que cet inconfort finisse par créer une paralysie, parce que on s'est habitué
à ne prendre que des décisions faciles, on s'est habitué à ce qu'on nous vende des décisions, à ce qu'on nous vende des projets en disant « c'est super, c'est super, c'est super, c'est super, c'est super, il y aurait pu y avoir des risques mais on les a éliminés, signez là ». Qui est la manière dont on vend les décisions dans beaucoup d'organisations. Et donc, quand on nous propose un plan qui dit « voilà les raisons pour, voilà les raisons contre, au fond le pour l'emporte sur le contre, signez là », on dit « mais vous n'avez pas l'air si sûr de vous ». Et au fond, je ne suis pas si confiant que ça. On doit s'habituer à être plus confiant, à prendre des décisions difficiles et ambiguës, en ayant confiance de leurs difficultés et de leur ambiguïté, et sans se bercer d'illusions, sans se raconter des histoires sur le fait que c'est des décisions faciles alors qu'elles ne le sont pas. C'est ça qu'il faut développer comme culture pour prendre des bonnes décisions. Et une bonne manière d'éviter d'être paralysé indéfiniment, c'est, quand on est dans ce processus, au début de ce processus-là, de fixer le deadline. C'est Eric Schmidt de Google qui disait un bon processus de décision, c'est Discord plus deadline. Discord, parce que s'il n'y a pas de discorde, s'il n'y a pas de contradiction, on est dans le processus que je te décrivais, où on est dans une sorte de soit d'autocratie, soit de vente persuasive, où on te dit signe là pour que tu prennes la décision qu'on veut que tu prennes, c'est pas sain. Inversement, comme disait Eric Schmidt de manière peu charitable pour le monde académique, s'il n'y a pas de deadline, on est dans une université. Oui, donc ça peut être éternel, quoi. Voilà. Donc, tu commences par fixer le deadline et tu dis, il y a un moment où, même si on n'a pas toute l'information qu'on aurait voulu avoir, parce qu'on n'a jamais toute l'information qu'on aurait voulu avoir, même si on n'a pas atteint le niveau de confiance qu'on voudrait avoir parce qu'il n'est pas atteignable dans un délai raisonnable, on va prendre la décision et on a fixé le deadline à l'avance. Voilà en gros l'idée. Un, tu t'assures de ne prendre que les décisions que tu as besoin de prendre. 2, tu apprends à être confortable avec de l'ambiguïté et de la contradiction dans le processus de décision. 3, tu fixes un deadline parce que sinon tu risques effectivement d'être paralysé par l'analyse. J'aimerais qu'on parle de stratégie. J'ai l'impression que ce mot ne veut plus rien dire dans l'inconscient collectif. Si, ça veut dire important. Oui. C'est un mot chic pour dire important. Quand on dit c'est stratégique, ça veut dire c'est important. C'est important. Là. Ou alors, quand on est le patron et qu'on dit c'est stratégique, ça veut dire fermez-la, c'est moi qui décide. C'est ça que ça veut dire en pratique dans le langage courant. Et donc, moi, je viens de commencer un bouquin, je crois qu'il s'appelle Good and Bad Strategy. Good Strategy, Bad Strategy, de Richard Rumelt. Excellent bouquin, le meilleur. Ok, sur la stratégie. Et donc ça me fait vraiment réfléchir sur qu'est-ce que c'est vraiment la stratégie. Voilà, c'est encore nouveau, je suis en plein dans cette réflexion-là. C'est quoi pour toi déjà la stratégie ? C'est la même chose que pour Rumelt. Rumelt, dans ce livre, le dit de la meilleure manière qui soit, qui est, je le cite de mémoire donc approximativement, mais il dit « Quand je donne des cours de stratégie à des dirigeants, s'ils retiennent qu'une seule chose, c'est déjà pas mal. Et cette chose, c'est qu'il faut penser à ses concurrents. C'est aussi simple que ça. La stratégie, ça consiste à se rappeler qu'on a des concurrents. Ça paraît tout bête, hein, mais 100% des entrepreneurs que je vois quand je fais de l'investissement me disent « Ah ben nous, on n'a pas de concurrents, nous, c'est unique ce qu'on fait. » Et en général, ils ont un petit mapping qui dit « Bah voilà, il y a des gens qui essayent de faire, mais ils sont dans le cadran en bas à gauche, puis d'autres qui sont en haut à droite, puis d'autres qui sont en bas à droite. Il n'y a que nous qui sommes en haut à droite. Voilà. » Et quelquefois, on espère que c'est vrai, mais en général, on a quand même tous des concurrents. La stratégie, ça consiste à se demander comment est-ce qu'on va gagner par rapport à des concurrents. L'idée centrale de la stratégie, c'est ça. Trop bien. Alors tu me corriges si je me trompe, mais je crois que justement dans le bouquin Good Strategy, Bad Strategy, il parle que la stratégie, il y a un élément de risque dans une bonne stratégie. Je crois que c'est ça dont il parle. Et donc j'aimerais qu'on parle un peu de cette notion de risque. Et tu vois, je te parlais par exemple du laboratoire de recherche pour nous. Je connais aucune école de coaching qui investit dans de la recherche. Ça pourrait être un gros élément différenciant. En plus d'éléments différenciants, c'est un sujet qui, moi, m'intéresse vraiment. Comment j'aborde cette décision pour arriver à évaluer, en fait, est-ce que c'est un bon risque à prendre ? Je ne sais pas comment exactement formuler ma question, mais... Mais en fait, tu viens de la formuler exactement comme il faut. Est-ce que c'est un bon risque à prendre ? On va forcément prendre des risques. Paradoxalement, la manière dont la plupart des entreprises prennent des risques, c'est en se berçant de l'illusion qu'elles n'en prennent pas. Quand tu vois les présentations PowerPoint de propositions d'investissement, en général, l'avant-dernière slide, juste avant « Thank you », l'avant-dernière slide de la présentation, c'est « risque », colonne de gauche, et puis la colonne de droite, c'est « voilà ce qu'on va faire pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de risque. Vous pouvez signer les yeux fermés ». C'est-à-dire qu'on te raconte toujours l'histoire d'une prise de risque comme si on avait éliminé les risques. En gros, on t'en fume. Donc, bien prendre des risques, c'est d'abord accepter qu'on est en train d'en prendre. C'est d'abord accepter que
dans le business, on prend des risques et que si on arrête d'en prendre, ou si on se berce de l'illusion qu'on n'en prend pas, on est en train de se raconter des histoires, et si on arrête d'en prendre, on est en train de s'enterrer. Et donc, de temps en temps, quand on va prendre des risques, on va avoir des échecs. Et il faut être prêt à en subir les conséquences aussi. Donc qu'est-ce que c'est que les bons risques? D'abord, c'est des risques où l'échec ne te met pas en situation de danger de mort. Si toi, tu dis je vais lancer un projet de recherche à 10 millions et je pense qu'il va m'en rapporter 20, tu peux peut-être pas te permettre de perdre 10 millions. Donc il faut déjà des risques qui, à la taille de... des risques que tu peux te permettre de prendre. Comme disait encore une fois Bezos, n'investissez que si vous pouvez vous permettre de perdre votre argent. C'est quand même une règle de base à avoir à l'esprit. 2, c'est un risque dont on connaît effectivement l'ampleur. Si on se berce de l'illusion qu'on est sûr à 99% de réussir, alors qu'en fait on est sûr à 50%, on est en train de mal évaluer le risque. Et un risque qui est mal évalué conduit à des mauvaises décisions. Et 3, une fois qu'il est bien évalué, c'est un risque dont l'enjeu est suffisamment important pour que ça vaille le coup de le prendre. Je suis en train de te décrire le casino. En théorie, quand tu vas dans un casino, tu sais que les chances de gagner à tel jeu sont de temps, et donc tu vas choisir les jeux où tu as les meilleures chances de retour. C'est la théorie de la décision rationnelle. En pratique, là où ça se complique, bien sûr, c'est qu'on n'est pas au casino où les pourcentages de succès sont connus, on ne connaît pas les probabilités de succès. Donc, si on veut apprendre à être un décideur rationnel en matière de prise de risque, il faut apprendre à évaluer aussi rationnellement que possible, ça ne sera jamais aussi précis que quand tu fais tourner une roue de roulette, mais il faut apprendre à évaluer aussi rationnellement que possible le niveau de risque qu'on prend. Comment on fait? On essaye, c'est très dur, mais on essaye d'apprendre à quantifier son niveau de confiance dans différents événements. Par exemple, si dans quelques jours il y a un match de foot et que je suis convaincu que mon équipe préférée va la gagner, ben je suis convaincu à combien? Je suis convaincu à 100%? Je suis convaincu à 70%? Je suis convaincu à 51%? C'est pas du tout la même chose. Si je suis convaincu à 51%, je suis prêt à prendre un pari avec une cote qui n'est pas du tout la même que quand je suis sûr à 99%. Trop bien. Il y a une image qui m'a fait... auquel j'ai pensé quand tu parlais de ça, que je trouve intéressante, c'est l'image de la roulette russe. Et qui est... même si tu survis, tu gagnes beaucoup d'argent. Le problème, c'est que tu es en train de jouer à un jeu où si tu perds, tu peux plus rejouer. Oui, oui, c'est... Et ce qui d'ailleurs soulève un problème dont on n'a pas encore parlé, qui est le biais du survivant. Si tu ne demandes qu'aux gens qui ont gagné à la roulette russe si c'est un bon jeu à jouer, ils vont tous te dire que oui. Et ça, c'est ce qu'on fait. Chaque fois qu'on demande aux gens qui ont eu du succès comment ils ont fait pour avoir du succès, c'est l'erreur de logique qu'on commet. Ça ne veut pas dire qu'on peut en tirer aucune leçon, mais quand tu demandes aux gens qui ont réussi, et on demande toujours aux gens qui ont réussi comment ils ont réussi, on ne demande jamais aux gens qui ont échoué comment ils ont échoué, c'est dommage, on apprendrait beaucoup de choses aussi. Quand tu demandes aux gens qui ont réussi comment ils ont réussi, ils te disent toujours des tas de choses dont on ne se demande pas forcément si les gens qui n'ont pas réussi les faisaient aussi. Exemple classique, la persévérance. Alors, les grands entrepreneurs te disent toujours moi si j'avais pas persévéré, j'aurais arrêté. Bah oui, ça, monsieur de la Palisse pouvait te le dire aussi. Les gens qui persévèrent pas arrêtent. C'est même la définition d'arrêter de persévérer. Le problème, c'est que parmi les gens qui se sont plantés, ils ont tous persévéré aussi jusqu'au moment où ils se sont plantés. Donc c'est pas assez distinctif. La persévérance, c'est pas distinctif. L'optimisme, on en parlait tout à l'heure, c'est pas distinctif. Évidemment que tous les entrepreneurs qui réussissent sont des optimistes, bien sûr. Tous ceux qui échouent étaient des optimistes aussi. En général. C'est même pour ça qu'ils se sont lancés. Donc c'est pas distinctif non plus. La confiance en soi, bien sûr que les entrepreneurs ont confiance en eux, heureusement. C'est pas distinctif non plus parce que les gens qui se plantent lamentablement ont tous aussi foncé dans le mur avec une grande confiance en eux. Donc en fait la question qu'on devrait se poser, c'est qu'est-ce qui, dans l'expérience des gens qui ont réussi, est réellement distinctif par rapport à ceux qui réussissent pas. Donc la confiance, on pourrait la considérer plus comme un prérequis plutôt qu'un élément distinctif. La confiance, l'optimisme, la persévérance, et puis tant qu'on y est, le talent, l'intelligence, l'intégrité, que sais-je, des tas de qualités très importantes qu'on va observer chez les entrepreneurs ou les dirigeants qui réussissent, sont effectivement des qualités très importantes, mais pas distinctives. De même que s'ils te disaient « moi j'ai réussi parce que j'ai 5 orteils à chaque pied », tu dirais « c'est quand même curieux, oui c'est vrai, 100% des entrepreneurs qui deviennent milliardaires ont 5 orteils à chaque pied ». Oui, mais beaucoup de gens ont aussi 5 orteils à chaque pied. Est-ce que ça t'intéresserait de recevoir dans ta boîte mail un guide gratuit qui résume cette interview de manière mémorable et facilement actionnable? Si oui, donne-moi 1 minute pour te parler de ce qu'on appelle les Paradox Models. Chez Paradox, on remarque 2 choses. D'abord, l'excellence naît souvent de l'intégration d'idées qui semblent paradoxales ou en opposition. Ensuite, faire ce que tout le monde fait, ça ne permet pas de se démarquer. C'est souvent les idées qui sont contre-intuitives qui font la différence.
Donc si ça t'intéresse, t'as juste à cliquer sur le lien en haut à droite ou dans la description et tu vas pouvoir le recevoir d'ici quelques minutes dans ta boîte mail. Tu verras, il est vraiment top et on peut reprendre cette conversation. Et donc ça pose une super question. Tu vois, là autour de toi, tu as plein de livres biographiques. Comment lire un livre biographique, que ce soit Einstein, Charles Darwin, Richard Branson, pour arriver justement à apprendre de la manière la plus efficace? D'abord, il faut le lire pour ce qu'il est. C'est-à-dire pour l'inspiration plus que pour la leçon. C'est très important l'inspiration. J'adore lire des livres inspirants qui racontent des belles histoires. Mais c'est pas pour ça qu'il faut imiter ce que l'histoire raconte. Et d'ailleurs, dans d'autres domaines, ça paraît évident. Si tu lis une biographie d'un champion de Formule 1 ou d'un aventurier qui part tout seul explorer l'Arctique, c'est formidablement inspirant. Ça ne veut pas dire que tu vas l'imiter. Non, je te confirme. On a eu Mike Horn il n'y a pas longtemps, j'aurais pas du tout envie d'avoir sa vie. En tout cas, moi non. Et pourtant, c'est passionnant à écouter. Donc, lire pour avoir de l'inspiration, c'est merveilleux. Ça ne veut pas dire qu'il faut nécessairement chercher des leçons dedans. Ensuite, si on cherche des leçons, parce qu'il y a toujours des choses à apprendre aussi, il faut essayer de trouver les choses qui sont effectivement distinctives. Et les choses qui sont distinctives, moi, je les trouve souvent dans la méthode, plutôt que dans les choix eux-mêmes. Et encore plus que sur les qualités personnelles. Alors, quand on te raconte telle personne a eu telle réussite parce que elle a telle et telle qualité personnelle, soit c'est pas vrai et c'est pas intéressant, soit c'est vrai et c'est pas intéressant non plus. Pourquoi ? Parce que ces qualités, toi, tu les as pas. Si on te dit Steve Jobs a pu gérer en autocrate parce qu'il avait un sens du design et une vision infaillible, c'est bien, mais ça veut pas dire que tu dois toi gérer comme autocrate, parce que par définition, s'il était si différencié, si exceptionnel que ça sur son sens de design et sa vision infaillible, tu n'as pas toi cette vision infaillible. Donc, essayer d'imiter les qualités personnelles ou le style de management d'individus qui ont réussi, ça me paraît pas logique pour le coup. Alors lié à cette notion de réussite-échec, on pourrait parler de comment apprendre de ses propres échecs. J'aimerais avoir ton opinion là-dessus. On nous dit toujours « il faut apprendre de ses échecs, c'est très important ». D'ailleurs, l'échec, c'est formidable. Hein. On finit par nous vanter tellement les vertus de l'échec que on croirait que les gens vont au bureau le matin en se disant « aujourd'hui, il faut que j'échoue », parce que c'est quand même le plus important, la meilleure manière d'apprendre. Bon, d'abord, les échecs, on essaie de les éviter, par définition. Donc on essaie d'avoir les meilleures chances de succès dans les décisions qu'on prend. Qu'est-ce que c'est qu'un bon échec ? Un bon échec, c'est une bonne décision qui se termine mal. D'où une première distinction très importante, qu'en fait en français on fait rarement, qui est la distinction entre le droit à l'erreur et le droit à l'échec. On utilise les deux indifféremment. Souvent on parle de droit à l'erreur pour dire non, il faut que les gens apprennent de leurs échecs, etc. C'est pas la même chose. Une erreur et un échec, c'est pas la même chose. On peut prendre une bonne décision qui n'est pas une erreur et avoir un échec. Il y a processus et finalité. Voilà. Et on peut faire une erreur et avoir un succès. Parce qu'on a eu de la chance, par exemple. Ou parce qu'on a pris un risque trop important et que, en fait... Bon. Donc, analyser un échec, ça consiste d'abord à se demander est-ce que la décision était une erreur ou est-ce qu'elle n'était pas une erreur ? Si la décision n'était pas une erreur et qu'on a eu un échec, est-ce que c'est parce qu'on n'a pas eu de chance ? Ça arrive. Si j'avais prévu d'ouvrir un restaurant le 15 mars 2020 et que le lendemain il y avait un confinement, ça ne veut pas dire que j'avais fait une erreur, mais j'ai pas eu de chance, il y a eu un confinement, voilà. Ou est-ce que ça veut dire que on a pris une bonne décision, on n'a eu ni plus ni moins de chance que ce qu'on aurait dû avoir, mais on a mal exécuté la décision. Et là, il y a des leçons à tirer sur la manière dont on a exécuté. Donc quand on analyse une décision a posteriori, quand on analyse un résultat, un échec en l'occurrence, on doit se poser les questions de la décision, de la chance, de l'exécution. Essayer de séparer les trois. Résultat, j'ai un résultat, il est ce qu'il est. Je dois me demander quelles sont, dans ce résultat, les parts de la qualité de la décision au moment où je l'ai prise, chose que normalement je devais être capable d'évaluer au moment où j'ai pris la décision, mais je peux vouloir le revisiter. Donc, est-ce que la décision était bonne ou est-ce que c'était une erreur, sur la base de ce que je savais à ce moment-là et de la manière dont je l'ai prise. 2, est-ce que j'ai eu beaucoup de chance ou beaucoup de pas de chance qui explique l'échec. 3, est-ce que j'ai eu une mauvaise exécution de ma décision qui explique l'échec. Évidemment, c'est pas si simple que ça. Parce que une fois que l'échec est arrivé, toutes les raisons pour lesquelles il est arrivé nous paraissent évidentes. Ça s'appelle le biais rétrospectif. C'est évidemment qu'il y a eu un confinement. Vous auriez dû vous en douter, ça faisait des semaines qu'on en parlait. Pourquoi vous n'avez pas pensé qu'il allait y avoir un confinement ? Alors je prends un exemple extrême, mais au fond,
pas si extrême que ça, parce qu'on est en train de faire des procès à des ministres en leur disant « Et pourquoi vous n'aviez pas prévu qu'il allait y avoir une épidémie d'une maladie infectieuse respiratoire ?» Alors, on a déniché un rapport de 2002 dans lequel, à la page 187, il y avait écrit que c'était un danger et qu'il fallait se préparer. Pourquoi vous n'étiez pas préparé à ça? Donc, a posteriori, tout paraît toujours évident. C'est le problème du biais rétrospectif. C'est pour ça que les, comment on appelle ça, les prophéties un peu sont écrites après, quoi. Enfin, tu trouves, une fois que quelque chose s'est produit, tu trouves toujours quelqu'un qui l'avait prophétisé. En 2008, on nous a sorti l'économiste de génie qui avait prévu la crise de 2008. Oui, sauf que des économistes, il y en a des milliers, et que peut-être celui-là, il avait aussi prévu la crise de 2007, et celle de 2006, et celle de 2005, et celle de 2004, et celle de 2003. Puis toutes ces années-là, personne ne l'a écouté, puis en 2008, c'est le génie qui avait prévu la crise de 2008. Donc, a posteriori, tout paraît évident. C'est le problème du biais rétrospectif. Conséquence de ça, si tu veux analyser la qualité d'une décision, d'abord, il vaut mieux ne pas le faire une fois que tu connais le résultat. Si tu veux vraiment analyser la qualité de la décision, tu l'analyses au moment où tu la prends. Et tu t'assures que tu prends la bonne décision au moment où tu la prends. Une bonne décision, c'est une décision bien prise. C'est pas une décision qui donne un bon résultat. Ça, on le saura plus tard. Une bonne décision, c'est une décision bien prise. C'est comme l'entraîneur de foot dont tu parlais tout à l'heure. Une bonne équipe, c'est une équipe qui joue bien. C'est pas une équipe qui gagne. Tant mieux si elle gagne. Une équipe qui joue bien, elle gagnera plus souvent qu'une équipe qui joue pas bien. Mais le but de l'entraînement, c'est de faire que l'équipe joue bien. Donc, une bonne décision, c'est une décision bien prise. Ensuite, la conséquence de ça, si tu pousses encore une étape plus loin, c'est que si tu veux vraiment tirer les leçons des échecs, il vaut mieux ne pas les appeler des échecs. Pourquoi ? Parce que dès que tu appelles quelque chose un échec dans une organisation, tu mets les gens en position défensive. Les gens ouvrent le parapluie. Les gens vont trouver toutes les raisons pour lesquelles c'était pas ma décision, c'était la chance, c'était l'exécution des autres, pas la mienne. Et donc, on va faire en sorte que cet exercice qui devrait consister à tirer des leçons consiste essentiellement à s'interdire de les tirer. À se déresponsabiliser. À se déresponsabiliser, à se couvrir, à se protéger. Dans la plupart des organisations, c'est ce qui se passe. Quand on fait le débrief d'un échec, quand on fait le post-mortem d'un échec, en fait, on invite les gens à se défendre. On les met en position défensive. C'est pas seulement dans une organisation. D'ailleurs, c'est vrai aussi au niveau des individus. Il y a des études tout à fait intéressantes là-dessus. Contrairement au cliché qu'on apprend plus de ses erreurs que de ses succès, ou de ses échecs que de ses succès, les gens apprennent beaucoup plus de leurs succès que de leurs échecs. Parce que quand on est en position d'échec, on se ferme. On cherche toutes les raisons pour lesquelles c'est pas important, c'est pas moi, j'ai pas fait vraiment attention, etc. D'ailleurs, tous les profs savent ça, hein, que quand les élèves ont des mauvaises notes, ils apprennent moins bien que quand ils ont des bonnes notes. En bonne logique, on devrait dire, si j'ai une mauvaise note, je vais travailler plus dur. Ouais, c'est pas comme ça que ça se passe. Quand on a une mauvaise note, on dit, oui, c'est normal, je suis pas bon, je suis nul, ça sert à rien que je travaille. Et puis d'ailleurs, les maths, ça sert à rien. Et voilà comment on se met en échec. Donc, si tu veux que les gens tirent les leçons de leurs expériences, demande-leur de tirer les leçons de leurs expériences et non pas de leurs échecs. Oui, on est comme un chercheur qui vient de faire une expérience et qui essaye d'apprendre, quel que soit le résultat d'ailleurs. Quel que soit le résultat. Et donc ce que tu vas faire, si tu veux tirer les leçons de tes expériences et pas de tes échecs, c'est que tu vas tirer systématiquement les leçons de tes expériences, que ça soit des échecs ou des succès. Et d'ailleurs, tu vas t'abstenir de dire que c'est des échecs ou des succès, tu vas simplement dire que c'est une expérience dont on fait le débriefing. Comme dans un commando militaire, d'élite, on fait systématiquement le débriefing après la mission. Et le débriefing, il vise à savoir qu'est-ce qu'on a fait bien, qu'est-ce qu'on aurait pu faire mieux, indépendant du fait que la mission s'est bien terminée ou mal terminée. Et on sait bien si elle s'est bien terminée ou mal terminée. On n'a pas besoin de venir nous mettre le nez dedans si elle s'est mal terminée. On se concentre sur le processus. On se concentre sur le processus. Et en particulier, j'emprunte ça au commando de marine, tu vas te poser systématiquement la question, quand est-ce que dans cette mission on a eu de la chance ? Parce que si le succès de la mission est dû en partie à la chance, au lieu de se dire on est formidable, ça te rend... il faut qu'on se dise qu'est-ce qu'on change la prochaine fois pour que la prochaine fois on ne soit pas dépendant de la chance. Parce que ce qui caractérise la chance, c'est qu'elle tourne. C'est que si on l'a eu une fois, on l'aura peut-être pas la prochaine. Oui, si le preneur d'otage, en fait, il a raté son tir et que j'ai survécu, c'est pas moi qui était particulièrement bon. Voilà. Or, dans la plupart des organisations, comme on étiquette les expériences échec ou succès, avant de faire le débriefing, quand c'est un succès, on va attirer l'attention sur toutes les choses formidables qu'on a faites et on va perdre de vue le rôle de la chance. Et quand c'est un échec, on va ouvrir le parapluie, montrer du doigt les autres, invoquer la chance, l'imprévisible, etc. et faire en sorte de n'en tirer aucune leçon. Donc en fait, le fait de désigner les expériences comme étant des échecs ou des succès avant d'en tirer les leçons est en soi ce qui rend impossible d'en tirer des leçons valables.
Non, je trouve ça génial et en plus je trouve que échec et réussite c'est très subjectif avec le temps parce que des fois ce qu'on considérait être un échec se transforme dans notre vision et pareil pour la réussite parce qu'on n'a pas encore tous les éléments donc Absolument. tu peux penser que c'est une bonne décision et l'investissement derrière le monde tu peux dire ah tiens j'ai pris une bonne décision, je viens de gagner de l'argent et juste après t'as l'économie qui change. J'adore ce changement d'échec réussite à expérience. Plus une question perso, ça a été quoi toi finalement dans ton parcours de chercheur, le plus gros challenge émotionnellement, le truc le plus dur à vivre, et peut-être qui t'a aussi du coup le plus appris, ou pas, vu de notre conversation, ça a été quoi ton plus gros défi en fait à toi ? Ou un des plus gros défis des dernières années ? Il y en a beaucoup, hein, parce que quand on est consultant, c'est pas un métier facile d'être consultant, il y a beaucoup de défis. Un qui est, à mon avis, plus riche d'enseignements pour tout le monde, c'est quand on a été dans un métier pendant 25 ans, comme moi, en l'occurrence conseil en stratégie, et qu'on se dit qu'on va faire autre chose, comment on s'y prend ? Et alors souvent j'ai des gens qui me disent « mais toi, comment t'as fait ? Parce que c'est tellement évident que tu étais fait pour être prof et que tu étais fait pour ça. D'ailleurs, je l'ai toujours su. Et en général, je leur dis, c'est sympa, tu me l'avais dit, tu m'aurais fait gagner beaucoup de temps parce que moi, je ne le savais pas que j'allais être prof. En fait, je suis parti du conseil en stratégie en me disant que j'allais essayer un certain nombre de choses. Que j'allais essayer d'être un peu prof parce que j'aimais bien ça. Hein. J'en avais fait un peu et puis je me suis dit que j'allais essayer d'en faire un peu plus. Et puis un peu investisseur parce que je trouvais que c'était sympathique, des startups, etc. Et puis peut-être un peu administrateur parce que il me paraissait évident qu'un certain nombre d'entreprises avaient besoin de ma grande sagesse dans leur conseil d'administration. Et puis peut-être que j'allais aussi faire un peu de conseil en indépendant parce que j'en avais fait beaucoup et que j'étais quand même très très bon pour ça, n'est-ce pas ? Et qu'il y avait certainement beaucoup de gens qui avaient besoin de mes conseils. Et donc je pensais que j'allais avoir un portefeuille d'activités comme ça. Ce qui fait sens. Ce qui fait sens, ce qui n'est pas idiot. Et en fait, c'est à l'usage, au bout d'à peu près 1 an, que je me suis dit, en fait, quand je regarde vraiment comment je me sens quand je fais ces différentes choses, qu'est-ce que j'aime plus, qu'est-ce que j'aime moins, il y a un truc qui m'amuse beaucoup plus, c'est d'être prof et d'enseigner, et de faire de la recherche et d'écrire des livres, enfin en gros tout ce qui tourne autour de l'éducation, de ce métier de prof, de faire des conférences, etc. Et le reste, c'est sympa aussi, mais si je veux faire un métier bien, il faut que je me concentre un petit peu. Ça veut dire que je vais arrêter complètement de faire des investissements, ni que je vais renoncer aux engagements que j'ai pris, mais ça veut dire qu'il faut que je me reconcentre. En fait, j'ai décidé d'être prof, mais je ne l'ai pas décidé en partant de mon métier précédent, je l'ai décidé après avoir expérimenté un certain nombre de choses. Ce que ça te faisait. Et en fait, dans mon cas, c'est accidentel, mais je pense qu'il y a une leçon à en tirer. On parlait de comment est-ce qu'on tire les leçons de l'expérience, qui est que on ne sait pas ce qu'on va aimer tant qu'on ne l'a pas essayé. Ça paraît évident quand je le dis comme ça. Mais souvent, les gens qui veulent changer de poste, on leur dit « Ah ben voilà, il faut que tu réfléchisses à ce que tu aimes vraiment, il faut que tu réfléchisses à ce que le monde a vraiment besoin de trouver, il faut que tu réfléchisses à où est-ce que tu es vraiment différenciant, il faut que tu... » Et rationnellement, ça a beaucoup de sens, sauf qu'en fait, on n'a pas les réponses à ces questions tant qu'on n'a pas essayé. Et donc maintenant, quand des gens me demandent un conseil là-dessus, je leur dis d'abord que c'est pas à moi qu'il faut les demander parce que je suis pas un spécialiste, mais que sur la base de ma petite expérience à moi, si j'ai une leçon que j'en ai tirée, c'est n'essayez pas de savoir ce que vous aimez et à quoi vous êtes bon avant d'avoir essayé. Trouvez un moyen d'expérimenter, trouvez un moyen de mettre l'orteil dans l'eau avant de plonger, parce que en fait, se lancer avant de savoir, c'est très compliqué. Je me serais pas lancé dans un doctorat avant d'avoir expérimenté. Au bout d'1 an, je me suis dit ouais non, là on va être sérieux. Je vais aller faire un doctorat, je vais être vraiment prof. Mais c'est un investissement que j'aurais pas fait avant d'avoir un petit peu essayé. Quoi. Non, c'est intéressant, quelque part, tu as émis des hypothèses par rapport à ce que tu savais un peu de toi. Et j'ai testé les hypothèses, un peu comme un chercheur fait des expériences pour tester les hypothèses. Ça, encore une fois, ça paraît évident quand on prend cette analogie-là, mais c'est assez contraire à ce que beaucoup de conseils en développement de carrière te disent quand tu lis les livres là-dessus. Et c'est valable pour les jeunes aussi. On leur demande de choisir leur carrière. Moi, souvent, j'aime leur dire, mais en fait, teste. Tu vas voir. Parce qu'en fait, vous n'avez aucune idée. Vous n'avez aucune idée non seulement de ce que sont les choses, parce que ça, on peut se renseigner, mais vous n'avez aucune idée de qui vous êtes. Vous n'avez aucune idée de ce que vous aimez vraiment. Vous changerez au contact de l'expérience. Il y a un paradoxe tout à fait intéressant d'un psychologue qui s'appelle Daniel Gilbert et d'un de ses collègues, qu'il appelle l'illusion de la fin de l'histoire.
En fait, quand tu demandes aux gens, est-ce que vous avez beaucoup changé depuis 10 ans? Ils te disent, ah oui, j'ai beaucoup changé depuis 10 ans. Quand tu leur demandes, est-ce que vous allez beaucoup changer dans les 10 ans qui viennent? Ils te disent, ah ben non, je vais rester éternellement comme je suis. C'est drôle ça. Mais oui, c'est drôle. Mais en fait, si tu te demandes pour toi comment c'est, tu vas faire la même réponse. Tu vas dire, bah, je suis comme je suis. Je pense pas que je vais changer à l'avenir. J'ai un petit biais lié à mon métier, mais... Oui, c'est possible. Mais en revanche, tu es conscient que tu as changé dans le passé. Ouais, bien sûr. Et la plupart des gens sous-estiment à quel point ils vont changer à l'avenir, alors qu'ils sont conscients de combien ils ont changé dans le passé. Ils ont l'illusion d'être aboutis. Ils ont l'illusion d'être finis, en fait. Le diamant, il est bon, là. D'être à la fin de l'histoire, exactement. Et en fait, comme on n'est pas à la fin de l'histoire, comme on va évoluer, si on veut savoir ce qu'on va aimer et ce qu'on va pas aimer, le meilleur moyen, c'est d'essayer. Est-ce que tu as eu du bruit interne ou externe sur ce choix qui peut-être pourrait être perçu de dire attends, t'étais consultant, il y a aussi la rémunération qui peut aller des fois avec le métier de consultant. Est-ce qu'il y a eu ce bruit-là, soit chez toi, soit dans ton entourage, de cette transition? Ou ça a été vraiment évident du coup pour toi? Non, c'était pas évident du tout. Et d'ailleurs, c'est pour ça en partie qu'au début, je me disais, c'est un portefeuille d'activité, je suis pas vraiment prof. Se définir comme prof, ça a pris un petit peu de temps. C'est pas tellement une question de rémunération, parce que ça, il n'y a pas d'illusion là-dessus. Tu sais bien que c'est des ordres de grandeur différents par rapport à une carrière de consultant. Mais tu aurais pu ne pas être honnête avec toi, du coup, te dire, mais en fait, non, il faut que ça reste faut que je reste consultant parce que... Oui, et en fait, une partie du raisonnement au départ, c'était de me dire, si je veux équilibrer les différents aspects économiques, temps passé, etc., bah, il faut que je fasse aussi des choses qui sont plus rentables que d'autres. Au final, ça s'équilibre différemment. Et puis, là aussi, on change. C'est-à-dire que les attentes qu'on a changent. On n'a pas le même train de vie, tout simplement, quand on change de vie. Et des choses qui paraissaient impensables, en fait, posent aucun problème. Les choses qui me manquent ne sont pas du tout celles dont je pensais qu'elles me manqueraient, et les choses dont je pensais qu'elles me manqueraient ne me manquent pas du tout. Trop bien. Une petite question en tant que professeur, en tant qu'écrivain, parce que toi, il y a plein de sujets qui vont t'intéresser. Comment tu fais le tri dans ce que tu vas donner et dans la manière de la donner pour que ça soit accessible, pédagogique? Dans ce que je vais te donner, c'est-à-dire? Si on prend par exemple les livres que tu as écrits, ouais. J'imagine que ce livre-là ne contient pas toutes les choses que toi tu connais ni ce que tu as appris. Donc il y a un choix à faire dans ce que tu vas donner, peut-être pour que ça parle au lecteur. Typiquement, entre toutes les recherches sur les biais cognitifs et un livre qui soit accessible quand même pour une partie du grand public, il y a un exercice de traduction. L'exercice, c'est un peu ce que fait le journaliste quand il écrit un papier, mais en plus long parce que c'est un livre, c'est de trouver l'angle. C'est-à-dire de dire, en fait, quelle est l'histoire que je vais raconter. Si tu fais un traité où tu essayes de résumer tout ce que tu sais sur un sujet, tu écris un manuel, un textbook. Et c'est utile, hein, ça. J'ai un grand respect pour les gens qui écrivent des manuels. J'ai même contribué modestement à un manuel de stratégie, donc c'est très important. Mais quand tu écris un livre qui est destiné à un grand public, il faut que ça raconte un peu une histoire. Il faut que ça soit un peu anglais. Et donc, il faut que tu trouves une manière de raconter l'histoire dans laquelle tu vas faire rentrer ensuite le contenu scientifique que tu veux faire rentrer. Donc, par exemple, pour Vous allez commettre une terrible erreur, qui est mon premier livre et qui parle des biais cognitifs, c'est l'idée que je vais essayer de vous expliquer comment prendre des meilleures décisions de stratégie. Pas comment prendre des meilleures décisions de recrutement, j'en parle pas pourquoi vous avez des biais cognitifs en général, pas comment éviter les biais cognitifs dans vos décisions de consommateurs ou d'acheteurs de voitures ou d'épargnants. Il y a des tas de gens qui font ça très bien, mais vraiment sur un sujet qui, à mon avis, n'était pas suffisamment bien traité, qui est comment est-ce que les biais cognitifs expliquent les erreurs stratégiques et comment est-ce qu'on peut mettre en place des processus de décision qui permettent de les limiter. Donc c'est un exemple d'angle où par rapport à tout un corpus de connaissances que je ne connais pas toutes, mais où pour le coup je sais ce qu'il faut essayer d'aller chercher, je vais aller chercher des choses qui permettent de répondre à la question que j'ai posée. Et la difficulté, c'est de trouver la bonne question. Trop bien. Merci Olivier, en tout cas, c'était vraiment cool. Merci à toi. L'objectif, c'est protéger nos intérêts. Et ça passe par une stratégie qui va basculer entre la compétition et la coopération. Il y a des études aujourd'hui qui disent qu'on passe 80% de notre temps à négocier. Donc on a à peu près entre 8 et 10 000 négociations chaque année. Personnelles, professionnelles, formelles, informelles. C'est-à-dire que chaque heure, en moyenne, on est en situation de négociation.